Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 octobre. La RDC gagne de points dans sa cotation en tant que pays minier, notamment dans la mise en œuvre de la norme initiative pour la transparence des industries extractives. À la une également, peut-être une ère nouvelle chez les FARDC. L'armée congolaise a officiellement un nouveau chef d'état-major. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a pris les commandes de la Grande Muette. La cérémonie de passation de commandement s'est faite devant le chef de l'État. Encore une fois, bonsoir à tous. La République démocratique du Congo a obtenu un score général élevé de 85,5 points dans la mise en œuvre de la norme initiative pour la transparence des industries extractives. Le score global qui est une moyenne de score des 3 composantes afférentes à l'engagement des parties prenantes, à la transparence, aux résultats et à l'impact. Dieudonné Bonali nous en dit davantage. La République démocratique du Congo a obtenu un score général élevé de 85,5 points dans la mise en œuvre de la norme ITIE 2019. Le score global est une moyenne des scores des 3 composantes afférentes à l'engagement des parties prenantes, à la transparence et aux résultats et à l'impact. À en croire cette décision de l'ITIE international, rendue publique le 13 octobre 2022, ces scores reflètent l'utilisation par la RDC de sa mise en œuvre de l'ITIE pour générer des débats et appuyer des réformes dont la divulgation des contrats, des paiements infranationaux, des dépenses quasi-fiscales malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Les conseils d'administration félicitent les autorités congolaises pour leurs efforts visant à améliorer l'accessibilité des données divulguées par les billets de l'ITIE sur les contrats extractifs, les accords de troc, les octrois de licences et les transactions des entreprises publiques. Ces bons résultats est la conséquence logique de la mise en œuvre des recommandations de l'ITIE international par les autorités gouvernementales, y compris la présidence de la République, ce qui a abouti à des réformes tangibles. Cependant, des nouveaux domaines de la norme ITIE 2019 tels que ceux liés à la déclaration par projet ou à la propriété effective n'ont pas été encore pleinement mis en œuvre. Le conseil d'administration encourage la RDC à étendre son utilisation des divulgations ITIE pour renforcer la transparence dans l'octroi des droits miniers, les relations financières des entreprises d'État, les dépendances sociales et environnementales. La RDC doit poursuivre également ses efforts pour améliorer la transparence des dépenses quasi-budgétaires des entreprises publiques, y compris les avances fiscales des entreprises à l'État. Le conseil d'administration a déterminé que la RDC aura jusqu'à la prochaine validation qui commence le 1er janvier 2025 pour mettre en œuvre des mesures correctives concernant la supervision exercée par les groupes multipartites. Et puis je le disais en titre, passation de commandement à la tête de l'état-major de forces armées de la RDC. Le lieutenant-général Christian Chiwewe remplace officiellement le général Célestin Mbala. Présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, cette passation de commandement s'est déroulée au camp Kokolo. Jojo Moulamba. C'était en présence de plusieurs autorités politico-militaires du pays que s'est déroulée cette cérémonie de passation de commandement à la tête de l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Et c'est le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale qui a tenu à présider personnellement cette grande activité solennelle sur l'esplanade de l'état-major des FARDC au camp colonel Kokolo à Kinshasa. Après la mise en place et l'arrivée du nouveau promu, le chef d'état-major sortant a, pour une dernière fois, procédé à l'inspection de troupes avant de prendre place à la tribune et jusque-là dans ses fonctions de chef d'état-major général. Dans son mot de circonstance, le chef d'état-major sortant, le général Célestin Mbala, n'a pas hésité d'exprimer toute sa gratitude et tous ses remerciements au président de la République pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a par ailleurs soutenu que la loi de programmation militaire permettra la montée en puissance des forces armées congolaises. Dans un second temps, il a présenté ses vives félicitations à toute l'équipe promue nouvellement dans un contexte de guerre à l'Est et à Kwamut. Il n'a pas oublié de suggérer à l'équipe entrante de tout mettre en œuvre pour consolider et mériter la confiance que le peuple congolais a placée en elle. Pour terminer, il a présenté son remplaçant Christian Chiwewe et a enjoint toute l'armée à lui obéir en tout ce qu'il leur commandera.
La lecture de l'ordonnance présidentielle nommant le chef d'état-major entrant a été rendue par le patron de la Défense nationale, le ministre Gilbert Kabanda. Par la suite, le chef d'état-major général sortant a remis l'étendard des commandements au commandant suprême qui, à son tour, l'a transféré au général Christian Chiwewe avant que ces derniers puissent prêter serment, consacrant ainsi sa prise de fonction. Général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Un défilé militaire a sanctionné cette cérémonie, précédant les derniers honneurs militaires au président Félix Tshisekedi. L'état de siège dans l'Ituri et le Nord Kivu sera-t-il levé, requalifié ou reconduit? Le chef de l'État a réuni autour de lui les parlementaires de 2 provinces concernées afin d'évaluer cette mesure exceptionnelle mise en place depuis plus d'une année pour lutter contre l'insécurité. Patience Lokeke et Fiston Oleko. Au cours de cette entrevue de près de 3 heures élargie au président des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'aux autorités civiles et militaires concernées par la question, il s'est agi aussi de l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Selon Patrick Mouyaya, les discussions se sont convergées autour de la perspective d'une table ronde qui décidera du maintien, de la requalification ou carrément de la levée de l'état du siège à la lumière du rapport des missions effectuées récemment par le Premier ministre dans ces provinces sous état des sièges. On a pris 3 heures aujourd'hui parce que le président de la République, comme dans ses habitudes, a voulu écouter les représentants du peuple qui ont dit clairement ce que le peuple pensait de l'état de siège, des difficultés, et qu'aujourd'hui, l'état de siège devrait être élevé, mais tout cela ne peut se faire que de manière coordonnée, où nous avons entendu les voix de tout le monde et voir dans quelle mesure on répond à la problématique de la sécurité. Le président de la République a tenu à revenir sur une question qui est revenue plusieurs fois. Il a tenu à rassurer les élus du peuple ici que les élections se tiendront dans cette partie du pays, contrairement à certaines rumeurs qui sont répandues. En attendant la tenue de cette table ronde, les élus du Nord Kivu et de l'Ituri ont demandé à la population de garder patience. L'état de siège, c'est un outil qui a pour rôle, bien évidemment, de restaurer la paix ou de l'imposer s'il le faut. Et c'est le contenu qui compte. Et à ce stade, je crois que le chef de l'État était très clair. Nous allons nous retrouver dans une réunion beaucoup plus élargie pour que nous puissions réfléchir sur le contenu et permettre à cette population qui ne cesse de réclamer la paix et la sécurité d'avoir la réponse et de vivre dans la paix. Le président de la République, quant à lui, a rassuré les élus du Nord Kivu et de l'Ituri de la tenue des élections dans cette partie du pays, ainsi que sur l'exécution du projet de 145 territoires, plus précisément dans les provinces en proie à l'insécurité. Autre chose à présent, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a procédé à la clôture des travaux des négociations entre le gouvernement et le banc syndical du personnel du secteur de la santé sur le processus de réactivation des avantages sociaux des catégories dans ces secteurs. Voldy Kenki. À l'issue de 4 jours de travaux, les délégués du gouvernement et ceux du banc syndical du secteur de la santé se sont mis d'accord sur des propositions à transmettre au gouvernement de la République concernant les indemnités des transports et des logements de personnel de santé. Dans son mot de circonstance, le ministre de tutelle a félicité quelques avancées significatives remarquées dans le processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles du secteur de la santé au niveau national. Le message de Jean-Jacques Mbungani a été applaudi. Le ministre a rassuré en même temps une lueur d'espoir pour le syndicaliste du secteur de la santé. D'après le ministère de la Santé, tout porte à croire que le gouvernement s'est résolument engagé à répondre progressivement aux revendications du corps médical. De leur côté, les délégués syndicaux ont
à leur tour salué la volonté exprimée par le banc gouvernemental pour la mise en œuvre rapide des résolutions prises afin d'améliorer les conditions sociales des professionnels de la santé. Si l'étape franchie n'est que le début, il y a lieu de noter que le climat revient au bon fixe entre les deux parties, bien évidemment après les premières négociations y afférentes. Un délai d'une semaine a été accordé aux occupants du site du cimetière de Kintsuka afin d'évacuer de ce site. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui s'est imprégné de la situation, met en garde les chefs coutumiers qui vendent abusivement des terres à la population. Enoch Issei. Après l'annonce faite hier par sa cellule de communication, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est rendu jeudi 13 octobre 2022 au cimetière de Kintsuka dans la commune de Mongafula pour s'imprégner de la spoliation et profanation de ce lieu de repos des morts. Très choqué par la réalité sur terrain, le gouverneur de la ville a décidé de la démolition dès le mercredi prochain de toutes les maisons construites sur le site du cimetière de Kintsuka. Sur place, il a instruit son conseiller technique, la ministre provinciale des Affaires foncières et urbanisme, ainsi que le chef de division des affaires foncières, à travailler d'arrache-pied pour déterminer le périmètre initial de ces cimetières. Selon l'autorité urbaine, aucune indemnisation ne sera faite en faveur de ceux qui ont construit sur ces sites. Nous sommes constatés des cas de profanation, des cas de spoliation du cimetière de Kintsuka. Pour la petite histoire, ce cimetière est régulièrement fermé depuis 2015 par mon prédécesseur. Alors, il a été fermé au public pour éviter qu'il y ait d'autres enterrements. Le cimetière est plein. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore construire dans ce cimetière, tout simplement parce qu'il n'est pas encore désaffecté. Il faut signaler que l'autorité urbaine a promis de continuer avec la même opération de démolition de constructions anarchiques sur d'autres sites, notamment au cimetière de Kassavubu, qui lui aussi n'a jamais été désaffecté. Et puis 25 millions d'euros, c'est le montant que l'Union européenne octroie à la RDC dans le cadre de la lutte contre la crise alimentaire. Selon l'organisation européenne, ce financement vise aussi à renforcer les capacités de production agricole de la République démocratique du Congo. Patience Lokeke et Voldikenki. Dans un communiqué publié le mercredi 22 octobre 2022, l'Union européenne a annoncé un décaissement de 25 millions d'euros en faveur de la RDC, question de permettre à la RDC de lutter contre la crise alimentaire mondiale et aussi de renforcer ses capacités de production agricole et la résilience des systèmes alimentaires en vue d'une meilleure sécurité alimentaire. D'après la chef adjointe de la délégation de l'Union européenne en RDC, ces gestes ne vont résoudre tous les problèmes des crises alimentaires, mais celui-ci est une preuve de partenariat qui existe entre la RDC et l'Union européenne. Selon le même communiqué, cette enveloppe décaissée permettra de renforcer les capacités de production alimentaire autour de paysages de Virunga, Yangambi, de Lupemba et des zones périphériques de Kinshasa afin d'alimenter à la fois les zones rurales de ces paysages et les agglomérations de Goma, Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa. Préparatif de Jeux de la francophonie, le gouvernement lève l'option d'établir le village de ces Jeux dans les installations de l'université de Kinshasa, alors que le programme initial prévoyait le stade Tata Raphaël pour installer ce village. L'administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpetit, en mission à Kinshasa, a procédé à la visite de ce site à l'UNIKIN. Il annonce pour bientôt une mission d'experts pour valider ou non l'option levée par le gouvernement congolais. Fiston Oleko. L'option d'utiliser l'université de Kinshasa comme village des 9e Jeux de la francophonie a été entérinée au cours de la 72e réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 7 octobre. Mais cela doit aussi être validé par le Comité international des Jeux de la francophonie selon les termes du cahier des charges liant la RDC à cet organe de l'OIF. Pour ce faire, une mission d'experts est attendue à Kinshasa dans les jours qui viennent. Bien avant, c'est l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Geoffroy Montpetit, qui a fait le déplacement de Kinshasa. Après avoir rencontré les autorités congolaises, il a effectué une descente dans les sites de l'UNIKIN. Pour lui, cette option du gouvernement sur le site de l'université de Kinshasa doit être impérativement examinée. Le point le plus critique, le plus important évidemment, est la construction de village des athlètes, village des Jeux, qui est un élément central du dispositif des Jeux de la francophonie.
il y a tout un débat maintenant à savoir quelle option choisir, maintenant que le gouvernement de la République a décidé de proposer un changement, une modification au cahier des charges et de proposer que le village soit situé ici à Unikin. Cette décision doit être examinée. Le groupe d'orientation, qui est un groupe d'experts, va devoir voir si la proposition qui est faite est conforme au cahier des charges et si les installations qui sont prévues, qui sont proposées, sont conformes aux normes qui sont décrites dans le cahier des charges. Donc il reste encore un travail d'examen à faire et nous aurons bientôt un rapport de notre groupe d'experts en ce sens dans quelques jours. Selon le directeur national des Jeux de la francophonie, l'avantage qu'il y a, c'est que les hommes des étudiants ont été déjà réhabilités, ce qui facilitera les travaux pour les Jeux. Puis nous avons l'avantage que tous ces hommes ont été réhabilités à l'initiative du président de la République, qui a posé un geste pour la jeunesse congolaise et particulièrement pour les étudiants de l'université de Kinshasa. Et comme vous le savez, il y a des travaux qui doivent être faits pour mettre ces infrastructures à niveau conformément aux recommandations du CIGF. C'est ce que nous allons faire pour que les athlètes qui viendront soient logés dans des conditions acceptables. À ce stade, c'est le rapport de la mission d'experts attendu qui va déterminer la suite des événements. Et parlant des Jeux de la francophonie en préparation à Kinshasa, la délégation de l'OIF en mission dans la capitale congolaise a été reçue ce jeudi même par le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Dans le domaine de la littérature, un nouvel ouvrage va garnir les rayons de librairie. Le livre intitulé « Kassav, des traditions à l'universalité », écrit par Bodingoy, un Congolais vivant au Canada, a été présenté à la presse. Cet ouvrage révèle la dimension spirituelle de la culture congolaise. Blandine Bampala et Stani Samba. L'ouvrage Kassav, des traditions à l'universalité, tel qu'entendu par Bodingoy, l'auteur a voulu valoriser les compétences de la musique congolaise et sa culture qui porte en elle une dimension spirituelle. C'est pourquoi il a fait le parallélisme entre la musique du groupe Kassav et la culture africaine, surtout congolaise. Il a fait savoir à la presse qu'il faut porter une attention particulière aux compétences qu'a notre culture qui a inspiré et donné de la prouesse à cet orchestre du Guadeloupe. Kassav a prouvé dans leur langue, le créole. Donc ils ont fait le beau temps à travers le monde. Nos artistes aussi, parce que je vais faire le parallélisme ici entre Kassav et la culture congolaise. Les artistes aussi ont prouvé. Nos artistes, qu'on peut le citer, la musique congolaise a prouvé que c'est avec Linda la Kaka. Même si aujourd'hui Fali rentre un peu avec Français, c'est bien pour que les autres comprennent. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on est extraordinaire quand on chante en français ou en anglais. Non, Kassav a prouvé que. En plus, Kassav sont des Antillais. Comme vous savez, les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais sont des Français. Pour rédiger ces livres parus aux éditions du Net en France, Bodingoy s'est inspiré de l'assassinat des Noirs aux États-Unis du nom de George Floyd. C'est pourquoi, à travers cette œuvre d'esprit, il a voulu montrer au monde entier les compétences qu'a les Africains et surtout les Congolais, beaucoup plus à travers la culture qui inspire tant de gens. Pendant que donc j'écrivais des bandes dessinées et puis j'essayais chaque fois d'amener la valeur ajoutée dans la place des Noirs là-dessus, lorsqu'on a, pendant la pandémie, je crois que c'était 20 mai 2020, on a tué donc George Floyd, l'Américain qui s'est fait vraiment tuer aux yeux de tout le monde. Ça fait un tollé. Et là, ça m'a beaucoup interpellé. Déjà, je pense que j'étais préparé à parler des communautés noires, des Africains, des Congolais. Ça m'a interpellé, j'ai dit, mon kilomètre peut s'arrêter absolument moins mingi. Écoutez, nous, on a ça. On a le coltan sur le téléphone, on a les diamants, on a la force humaine, on peut bouger l'Afrique, on a le jazz, on a telle chose. Et puis si on remonte encore dans l'histoire, la première civilisation, la grande civilisation du monde, donc la civilisation égyptienne, on nous a menti que c'était plutôt d'autres personnes alors que c'était la civilisation noire. C'est pourquoi Napoléon a coupé les nez des pharaons. C'était donc nos ancêtres qui ont construit tous ces pyramides. Il faut retenir que l'auteur Bodingoy est un Congolais de la République démocratique du Congo vivant au Canada. Il a fait une partie de ses études à Kolwezi pour l'Occident. Il a conseillé à travers cet ouvrage de préserver la culture congolaise de notre pays qui porte en elle une dimension spirituelle capable de nous faire développer.
Toujours dans le domaine de la culture, une mauvaise nouvelle, nous venons de l'apprendre, la disparition de Verkis Kiamongana Mateta. Le musicien, chanteur et producteur congolais s'est éteint ce jeudi même, il avait 78 ans. Mesdames et messieurs, place à présent à la page internationale. Le gouvernement de la République du Congo préconise l'instauration des zones agricoles protégées dans tous les départements du pays afin de renverser la balance d'importation de produits agricoles. Le ministre de l'Agriculture de ce pays a lancé pour ce faire la 12e zone agricole dans le département de la Cuvette. Edouard Funda. Consiste pour le ministère de l'Agriculture à octroyer aux groupements agricoles des hectares de terres préparées, des locaux d'habitation et de stockage de matériel commencent à produire des résultats satisfaisants. Depuis septembre 2021, période de lancement, l'État rachète des récoltes auprès de ces groupements qui se font de l'argent. Preuve tangible est que le projet lancé en septembre 2021 et qui constitue la stratégie du gouvernement visant à développer l'agriculture demeure prometteuse. Les zones agricoles protégées sont d'abord des espaces aménagés par l'État congolais. Il identifie les terres d'une superficie minimale de 100 hectares. Il construit des habitations, laboure, pulvérise, met en place un système d'irrigation, accompagne les acteurs sur l'acquisition des intrants de semences. Le gouvernement de la République du Congo importe pour plus de 700 milliards de francs CFA des produits alimentaires à cause de sa faible production locale. Le développement de l'agriculture va créer les conditions d'une sécurité alimentaire, de la baisse des importations et ramener la courbe du chômage de 11,04% à 6% grâce aux emplois qui seront créés. Pour la deuxième année consécutive, le Gabon se positionne comme le pays riche d'Afrique, selon le rapport sur les produits intérieurs bruts par habitant des pays africains publié le 11 octobre dernier par le Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Une position que ce pays doit à son PIB par habitant chiffré à 8 017 $ au début de l'année 2022. Jojo Moulamba. 8 017 $ américains, c'est le produit intérieur brut par habitant début 2022 au Gabon, indique la Banque mondiale. Cette bonne performance du pays d'Ali Bongo résulte pour une bonne part de la diversification économique mise en œuvre depuis une décennie, ainsi que de diverses réformes administratives et fiscales dans le but de sortir le pays de sa forte dépendance aux industries extractives et transformer localement une partie de la production. C'est donc dans ces cadres qu'ont été créées la zone économique spéciale d'Ngok ainsi que d'autres zones industrielles dans le but de transformer localement les matières premières avant leur exportation. Cette politique a permis de multiplier par 2 le poids de la filière bois dans l'économie nationale qui a pesé pour 5% du PIB et 15% des exportations de marchandises en 2021, soutient le rapport du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Il faut donc souligner que ce PIB est supérieur à celui du Botswana qui arrive juste derrière le Gabon avec un PIB qui s'établit à la même période à 7 348 $ américains par habitant. Le PIB du Gabon et du Botswana sont en hausse par rapport à la même période en 2021 où ils s'établissent respectivement à 3,9 millions de francs CFA et 3,7 millions de francs CFA. Pour rappel, le Gabon est le 8e producteur africain de pétrole et le 36e au niveau mondial, ainsi que le 2e producteur africain et le 3e mondial de manganèse. Il est d'ailleurs en passe d'en devenir le second derrière l'Afrique du Sud, tandis que le Botswana peuplé de 2,4 millions d'habitants et le 2e producteur mondial de diamants après la Russie. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des titres. La RDC gagne des points dans sa cotation en tant que pays minier, notamment dans la mise en œuvre de la norme Initiative pour la transparence des industries extractives. Et puis, vous l'avez suivi, peut-être une ère nouvelle chez les FARDC. L'armée congolaise a officiellement un nouveau chef d'état-major. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a pris les commandes de la Grande Muette. La cérémonie de passation de commandement s'est faite devant le chef de l'État. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.